Une demi-heure pour redire la vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Je pense que chacun en a une vérité personnelle et le problème c'est que certains veulent convaincre les autres que leur vérité est la bonne, alors qu'on s'en fout. Et c'est l'avantage d'être romancier. Quand t'es romancier, t'es pas obligé de montrer que ce que tu racontes est vrai. Tu racontes une histoire, après les gens ils en font ce qu'ils veulent. Et je crois que l'un des avantages du Covid, c'est que ça a montré que même en science, il y avait plusieurs vérités et qu'on voyait tous ces gens qui étaient tous des spécialistes qui n'étaient pas d'accord. Donc on comprend qu'en fait, il y a de la manière dont tu places la caméra, tu vois autre chose. Il y a plusieurs vérités et c'est peut-être ça aussi qui le grand avantage du roman, c'est qu'il montre une vérité en ne prétendant pas que c'est l'unique vérité. Tu l'as vécu comment, cette période? Alors, d'abord, je me suis aperçu que l'une des choses qui me manquait le plus, c'est les voyages, exactement ce que je suis en train de faire actuellement, c'est pour ça que je suis en train de te parler, c'est les voyages en dehors de Paris. C'est ça qui me manquait le plus, rencontrer les lecteurs, faire des dédicaces, rencontrer les journalistes, participer à des événements, mais même être dans des hôtels. En fait, je me rendais pas compte que ça m'amusait à ce point. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, ça fait 30 ans que faire ma petite tournée à la sortie des livres pour parler du livre, rencontrer les journalistes, ça fait partie de mon équilibre. Donc là, je me suis retrouvé chez moi à m'ennuyer un peu. Et je m'en suis tiré en écrivant en écrivant la prophétie des abeilles. La prophétie des abeilles a été écrite durant le Covid. Mais l'idée est venue avant et tu l'as écrite pendant ou... Quand j'ai terminé La planète des chats, je suis resté sur le sentiment qu'il fallait vraiment que je fasse autre chose. Je suis resté sur ce sentiment pendant exactement 40 secondes. Et durant ces 40 secondes m'est venue l'idée de la prophétie des abeilles. En général, dès que j'arrête un livre, je commence tout de suite l'autre. Donc j'ai dû commencer en plein Covid en juin 2020 et voilà, je l'ai fini en juin 2021 et il est publié en octobre 2021. Mais le Covid, pour moi, m'a pas influencé en tant que thème, dans la mesure où je considère que j'avais déjà traité dans Troisième Humanité. J'avais dit qu'il y aurait une épidémie qui ferait que tout d'un coup, deviendrait une pandémie et que l'humanité devrait en tenir compte. Donc ça m'a pas influencé. Par contre, je me suis dit, dans le futur, et notamment le réchauffement climatique et la disparition des espèces sauvages, je me suis dit, dans le futur, il risque d'y avoir une influence de toutes ces choses qu'on voit maintenant, qui sont des chemins qui mènent à des impasses. Et donc, il faut trouver une manière de sortir de ces impasses. Et là m'est venue l'idée de les abeilles transportent la solution. Il y avait un très beau film d'un Suisse qui s'appelle, si je ne m'abuse, Freddy M. Murer, qui avait fait Eulenfeuer, c'est-à-dire l'âme sœur. Et sur les abeilles, tu l'avais vu, un documentaire? Non, mais maintenant que tu m'en parles, ça me donne envie. Mais je t'enverrai parce que c'était très très incroyable, parce qu'il avait fait un film sur une histoire d'amour entre deux jeunes gens dans les montagnes, et là après il s'était attaqué aux abeilles. Maintenant il y a une autre l'hypnose, c'est quelque chose qui te passionne depuis longtemps? Oui, d'ailleurs j'aimerais bien faire, j'ai un spectacle d'hypnose avec 5 méditations guidées pour revenir dans ses vies antérieures. Je le fais à Paris. Une fois par mois, mais j'aimerais bien le faire tourner et notamment venir le jouer ici. Donc je suis accompagné d'une harpiste, un peu comme dans le bouquin, et je propose aux gens de fermer les yeux, de visualiser un couloir avec les portes de leur vie antérieure et de l'ouvrir. C'est un peu plus long que ça, mais je résume le truc. Et ça marche sur 80% de la salle. Et après, les gens se lèvent pour raconter ce qui s'est passé. Moi, je le fais parce que la fois où j'ai vécu, on m'a guidé dans une séance de régression de vie antérieure, j'ai trouvé ça génial. Et quand je vis quelque chose de fort, j'ai envie de l'offrir. C'est-à-dire, c'est comme si je reçois un cadeau, j'ai envie de l'offrir. Et là, je vois que, tu vois, je l'ai fait encore avant-hier, le spectacle, et je vois les gens, ils ont tous le grand sourire, ils sont heureux, et puis quand ils racontent ça, ils sont étonnés de la masse de détails qu'ils ont vu. Il y avait beaucoup d'antiquités, c'est beaucoup de gens qui se sont retrouvés à l'époque grecque, égyptienne, carthaginoise, pur hasard. Des fois, il y a une tendance comme ça. Mais t'as eu une formation pour... Alors, j'ai juste retenu la manière dont le type qui me l'avait fait me l'a fait. Il m'a juste dit fermer les yeux et visualiser. De toute façon, le mot hypnose m'a l'air un mot qui est entouré d'un côté magique, là, un côté mesmer, un côté il y a quelqu'un qui a un pouvoir de fascination. Pour moi,
c'est le pouvoir de visualisation. Si vous demandez à quelqu'un de fermer les yeux et de voir, d'imaginer un endroit où il se sent bien, soit il le fait, soit il le fait pas. À partir de là, s'il le fait, on peut lui dire maintenant, imagine que dans cet endroit où tu te sens bien, il apparaît un message qui va t'aider dans ta vie. Ben, soit il apparaît pas. Et là, on est dans rien d'extraordinaire. C'est juste, on a fait une proposition et la personne joue le jeu et donc a obtenu une réponse. L'auto-hypnose, t'as pratiqué? Je pratique tout, surtout que là, ces temps-ci, à mon âge avancé, je commence à avoir beaucoup d'insomnie. Donc quand je me lève à 4 heures du matin et que je sais que j'ai 2 heures à perdre, je me dis tant qu'à faire, hop, et vu que je peux pas réveiller le monde et puis je peux pas me lancer à allumer la lumière pour lire un livre et tout, je ferme les yeux et je visualise dans le couloir pour aller me promener dans mes vies antérieures. Tout ça pourrait faire des livres. J'en ai fait 2, j'en ai fait un qui s'appelle La boîte de Pandore et l'autre qui s'appelle La prophétie des abeilles, mais oui, c'est une matière. Quand tu te retrouves plongé, j'aurais jamais la preuve que c'est vrai, mais c'est comme un rêve, mais un rêve très très précis. Je te retrouve plongé au Moyen-Âge, les sensations sont extrêmement étonnantes. Ne serait-ce que, par exemple, un truc tout bête, quand je me retrouve au Moyen-Âge, vu qu'on se lavait peu, tout gratte. Tu vois, la première sensation que j'ai eue en venant mon corps, dont c'était d'archer anglais en 1200, qui est l'une de mes vies antérieures que j'ai bien visitées, c'est tout gratte, tous les gens ont des problèmes de dents, et notamment quand les gens sourient, ils n'ont pas des dents blanches. Tu vois, de nos jours, la plupart des gens, il y a du soin. Bon, il n'y a pas d'eau courante, il y a des odeurs très fortes, il y a aussi cette idée de... tu vois, les villes n'ont pas d'évacuation d'ordures. Il n'y a pas de système de tout à l'égout. Donc toutes ces choses-là, j'ai eu l'impression de les découvrir en direct en faisant ces régressions de les vies antérieures. Pourtant, Paris aujourd'hui. Paris aujourd'hui, quand il y a une grève des éboueurs, on voit bien ce que devait être Paris en 1500. Mais est-ce que dans ton cheminement d'écrivain, tout ça t'a aidé Est-ce que tu aurais pu continuer ou tu aurais continué de la même façon si tu n'avais pas... Ah non, c'est certain. Enfin, je veux dire, oui plutôt que non. C'est certain que le fait de pouvoir aller dans le Moyen Âge, c'est pratique pour faire des scènes du Moyen Âge. Ça, hein. Et d'ailleurs, dans mes cours, quand je fais les masterclass, je leur dis, vous pouvez essayer aussi. Si vous voulez faire des romans historiques, essayez de faire ça. Ça se peut que ça vous aide. Même si il n'y a pas un détecteur, un compteur Gégère qui vous dit votre âme est sortie de votre corps pour voyager dans le temps et revenir dans l'Antiquité. On ne pourra jamais être sûr. Mais par contre, ça me donne matière pour faire le roman. Ouais, mais là, il y a aussi vers l'avenir. Ouais, dans ce roman, j'essaie de me projeter vers l'avenir. Alors, petite anecdote, je ne me permettrai jamais, moi en tant que Bernard Werber, de faire ce que font mes personnages, à savoir de l'hypnose prospective pour se projeter dans l'avenir, parce qu'en fait je ne veux pas connaître l'avenir. Je veux en parler dans mes romans, je veux essayer de le comprendre, je veux essayer de le déduire, mais si on me disait tu peux ouvrir cette porte et derrière tu vas voir l'avenir, je dirais j'ai pas envie de voir cette porte, j'ai envie de vivre l'avenir, mais sans qu'on m'avertisse. C'est un peu comme si on me racontait la fin d'un roman. J'ai pas envie qu'on me spoile le film, voilà. J'ai pas envie de savoir. Et du coup, ça me laisse de la place à l'imagination, ça me laisse la possibilité de réfléchir à l'avenir. Quand je regarde les actualités, je me dis, normalement, ça devrait donner cet effet-là plus tard. Donc je réfléchis comme un joueur d'échecs. Je réfléchis, cet enchaînement de coups devrait entraîner ce scénario-là. Et cet exercice, si on me dit, tiens, je vais te raconter comment on termine la partie, ça m'intéresserait plus. Mais c'est ce qu'on devrait Ah non, peut-être c'est pas ce qu'on devrait faire avec nos histoires d'amour. Moi, c'est ça qui est toi. Les histoires d'amour, si tu sais déjà comment ça va finir. On sait généralement comment ça finit, non? Ah non, c'est pour ça que. T'as pas grandi. Toi, tu sais comment ça va finir? Ah oui. Comment ça finit alors? Moi, je connais ce divorce. Oui, mais il y a. Non. Est-ce que tu es en couple actuellement? Non. Bon, alors c'est peut-être ceux qui entraînent ta phrase. Moi... Non, c'est 64 ans, c'est des années et des années et des années à vivre des histoires d'amour, puisque je n'ai quasiment fait que ça. Et puis de me dire, tiens, mais est-ce qu'il faudrait mieux savoir au départ? Est-ce qu'on gagnerait du temps ou on en perdrait? Moi, je pense qu'il vaut mieux pas savoir et vivre l'expérience à fond. Est-ce qu'il faut tout savoir? Non.
justement. Comment mon mystère est tu as secret. posé la question avec les femmes qui ont partagé ta vie, de savoir si c'était possible de vivre avec toi. Alors d'abord, les femmes qui ont partagé ma vie, je les avertis tout de suite que c'est pas forcément agréable de vivre avec un type qui est écrivain. Pourquoi ? Parce que je suis en permanence en train de penser à mes romans. Deux, il y a une autre chose aussi qui est pas agréable avec moi, c'est que j'ai une régularité, 8h, midi et demi tous les matins, j'écris, et ça a l'air de rien, mais il y a toujours un moment où l'autre te dit, est-ce qu'exceptionnellement, demain, tu ne pourrais ne pas écrire, ne serait-ce que pour faire une journée sans. Et je sais que quand cette phrase arrive, je sais que ça va. Bon, j'ai pas eu beaucoup de coups, je suis pas comme toi, où en général, je reste 7 à 8 ans. Donc 7 à 8 ans, ça commence à... là, je viens d'avoir 60 ans, donc de nombre de 7 à 8 ans, tu vois, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Mais en tout cas, j'avertis, je dis, il y a ce problème. Et il y a un deuxième problème, c'est que je suis vierge, ascendant vierge. Je ne sais pas ce que tu es, toi, comme signe. Poisson. Bon, alors, je ne connais pas bien les poissons, je crois que c'est assez spirituel. Voilà. Tu oses me poser la question après tout ce temps. Mais ton ascendant ? Oh, ascendant de la montagne en disant haut. Je sais pas, non. mais en tant que versant vierge, je déteste tout ce qui ressemble de près ou de loin au psychodrame, au conflit, aux gens qui commencent à s'expliquer, à faire des reproches, à crier. Toutes ces choses-là, je veux bien les mettre dans les romans, je veux bien les voir au cinéma, mais dans ma vraie vie, ça m'intéresse pas. Mais attends. Supposons qu'on va l'appeler Alix, je sais pas pourquoi. Alix, un matin, alors que tu coules le parfait bonheur depuis, on va dire, 7 ans, elle vient et te dit, est-ce que demain matin, on peut aller au super... Change de prénom, c'est le prénom de ma fille. Ah mince. Alors, qu'est-ce qu'on va l'appeler Sandrine. Voilà. Ça ne touche personne. Si, Sandrine. Je sais. Alors attends, on va dire Micheline, c'est ma mère. Comme Micheline, ça, voilà. Elle va bien ta mère, justement, je vais te poser la question. Ah, elle a perdu la tête. Ah, non, mais j'en ai parlé avec elle. On va trouver un autre prénom parce que maintenant. Alors on va dire Joël. Joël, très bien. Ouais, d'accord. Non, mais c'est très marrant parce que. Enfin, un prénom neutre sur lequel je peux ne pas me projeter. Vas-y. Ouais. J'ai une amie, moi, qui m'a expliqué comment elle vivait sa vie amoureuse. C'est par un prénom. Un prénom alphabétique. Donc elle fait les A, les B, les C. C'était quoi tu es en train de perdre le fil là. C'était quoi ta question ? Non, je ne perds pas le fil. C'est par rapport. Donc, cette Joël vient. Ça fait 7 ans que vous êtes parfaitement heureux. Elle dit demain matin, est-ce qu'on pourrait aller on va dire chez Leclerc demain matin, voilà, exceptionnellement. Donc là, tu prépares son sac, elle te dit ? Non, je dis non parce que je dois faire mes pages d'écriture. Et là, en général, c'est l'autre qui me dit, ben écoute, j'en ai marre que tu fasses tes pages d'écriture, je préfère partir. C'est jamais moi qui... Généralement, c'est elle qui part. Oui, mais bon, il y a des étapes. C'est pas généralement. Bon, là, actuellement, je suis en couple. Mais je pense que c'est pas facile pour ma compagne d'être avec quelqu'un qui écrit tous les matins. Parce qu'il y a... tu sais, c'est le truc de la Bible. Vous avez le droit de prendre tous les fruits des arbres du paradis, sauf un, le pommier, parce que c'est l'arbre de la connaissance. Et si vous prenez ce fruit, vous serez chassé du paradis. Bon, Adam et Ève, ils vivent au paradis longtemps. Et puis au bout d'un moment, ils disent, pourquoi on nous interdit le pommier ? Et au bout d'un moment, c'est obsédant. Et ils n'ont qu'une envie, le seul arbre dont ils ont envie de prendre les fruits, c'est le pommier. Et là, moi c'est pareil, la règle c'est, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez de moi, mais pas me demander de renoncer à l'écriture le matin. Et au bout d'un moment, ça devient un objectif, c'est-à-dire tous les autres n'y sont pas arrivés, moi je vais y arriver. Ça devient un challenge, mais c'est le seul fait de l'interdit. Dès le moment où tu interdis quelque chose, ça devient intéressant, ça devient un enjeu. Mais ça fait combien de temps que ça... Depuis que t'écris ? J'ai commencé à écrire, cette discipline... C'était publié depuis combien ? 30 ans maintenant ? Ouais, mais la discipline de 4h30 tous les matins, je l'ai commencé à 16 ans. Ah ouais. Donc ça fait quand même très longtemps que je fais ça. Et si je n'écrivais pas le matin, je crois que je deviendrais fou. Parce que je me suis tellement habitué à retrouver mes personnages. Pour moi, c'est un besoin... D'abord, ça me met mes pensées en ordre. Ensuite, il y a une joie de retrouver la petite équipe de mes copains avec qui j'ai... Il y a des gens qui sont heureux d'aller au bureau tous les matins. Moi, j'appelle ça du travail. D'ailleurs, je suis toujours surpris qu'on me paye pour faire le truc qui me plaît le plus. Mais seul sur une île déserte, sans lecteur, sans éditeur, sans rien, je continue d'écrire parce que c'est une manière d'ordonner ma pensée. C'est une manière de faire que tout est propre dans ma tête et que tout est rangé. Et si on me disait, ce matin, t'écris pas, pour moi, j'aurais l'impression de laisser une pièce... Ça n'est jamais arrivé, donc.
Alors, c'est arrivé des fois quand je me suis retrouvé par exemple en Chine, où il y avait des horaires pour prendre des avions et tout, mais j'ai trouvé toujours un moment autre que mes 8h, midi et demi pour écrire au moins 3 pages. Et dans ma vie parisienne normale, et même, par exemple, ce matin, j'étais dans le train. Si, j'ai écrit dans le train. Donc j'écris dans le train, j'écris dans les avions, j'écris dans le bain, j'écris partout. J'ai toujours mon ordinateur sur moi. Je bénis les ordinateurs portables. C'est marrant, quand les premiers ordinateurs portables sont apparus, ça devait être, je vais te dire, même en 83, j'ai dû acheter mon premier Toshiba T1000. Et à l'époque, j'ai mis toutes mes économies, je me suis dit, un ordinateur portable, c'est ça qu'il me faut. Et l'écran était tout petit, c'était bleu et blanc. Et j'ai tout de suite compris, il faut tout le temps que j'ai sur moi un ordinateur portable. Est-ce qui t'est arrivé un jour, parce que donc tu dis 8h, midi et demi 8h, midi et demi, alors, sauf quand je dois amener les enfants, mon fils à l'école, et là, donc c'est 9h, midi et demi. Ah mais c'est toujours midi et demi. Ouais, parce qu'à midi et demi, tiens, selon toi, pourquoi, sachant que je travaille dans le café... Tu regardes Nagui à la télé. Non, parce que à midi et demi, en fait, dans les restaurants, ils dressent... Donc je travaille dans le café, qui se fait aussi brasserie, restaurant, et à midi et demi, ils dressent les tables pour le déjeuner. Oh, c'est tard. Non, mais ils m'autorisent parce qu'ils sont quand même contents d'avoir un écrivain célèbre dedans, donc ils m'autorisent. Ta table avec ici. Il y a une table. Dans le restaurant, j'ai choisi un restaurant où il y a très peu de gens, donc j'ai un petit coin face à la lumière et tout, et ils m'autorisent exceptionnellement à travailler jusqu'à midi et demi. S'il n'y a pas de commande de clients, sinon je dois quitter cette table et me mettre dans une table un peu moins confortable et un peu plus bruyante. Donc à midi et demi, ta tête est en ordre, est claire, tu peux faire n'importe quoi du reste de ta journée. Ou est-ce qu'il t'est arrivé, c'est ma question, qu'à midi et demi, tu dis non, je ne peux pas lâcher ce que je suis en train. Non, c'est la règle du jeu. La règle pareil. du jeu, c'est même si j'ai envie, je m'arrête. Et je m'arrête pour... Alors après, je peux prendre des notes, tu vois, en général sur mon téléphone portable, pas sur l'ordinateur. Mais, et de même que je dis 8h, midi et demi, j'ai pas dit 8h, midi et demi d'écriture efficace. En fait, ma vraie période d'efficacité, c'est en général entre 11h et 11h30. Parce que donc, il y a une sorte d'échauffement, dans lequel je relis mes notes de la veille, dans lequel je corrige en même temps que je relis, dans lequel je pose des idées de plan. Et entre 11h et 11h30, il y a... En général, donc je me suis bien échauffé avant. Là, ça va très très vite. Je suis en état de transe et je vois pas le temps passer. Je ne sais plus où je suis, qui je suis dans le roman et je vis les scènes avec les personnages. Et à la limite, je vais rire, je vais parler, c'est-à-dire c'est comme un rêve et ça va. Et vu que je tape très vite, je peux écrire durant cette petite demi-heure pratiquement 8 à 9 pages. C'est bizarre. J'essaie de comprendre mon propre système, mais en tout cas, tel que si on filmait de l'extérieur, c'est ce qu'on verrait. Je pourrais montrer à quel moment je bascule de l'autre côté du miroir. Mais il y a basculement. Non seulement il y a basculement, mais en plus, je disais le mot de transe, ça ressemble vraiment en fait au sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil le plus profond dans lequel tu as aussi une grande joie. C'est-à-dire que cette activité, pour moi, n'est pas une activité douloureuse, c'est une activité de joie. C'est-à-dire si je le fais, c'est pas pour devenir riche et célèbre, c'est parce que ça m'amuse. Après, que j'en fasse un métier, c'est un luxe, mais l'activité d'écriture est une activité de joie du corps. C'est 7 jours sur 7 ? Ouais, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de dimanche non plus. Il n'y a pas de vacances. Quand les gens me disent qu'ils Donc tu ne vas pas à la messe ? Non, je ne vais pas à la messe. Quand les gens me disent qu'ils attendent les vacances, pour moi, les vacances, c'est juste... Ah, vacances compris. Ouais. Ah oui, vacances compris. Mais alors, comment tu fais ? Tu prends le café avec toi ? Le restaurant avec toi ou... Comment... Ah non, mais je change des fois de café, même à Paris. Bon. Ah oui, non, il n'y en a pas un seul. Mais chez toi, non ? Alors, le Covid m'a obligé d'écrire un peu chez moi, c'était un peu pénible. Et il faut vraiment que je mette le casque pour m'isoler avec la musique, puis que je demande à tout le monde de ne pas me déranger. Mais il y a tout le monde qui me dérange, donc ma production baisse énormément chez moi. Entre la femme de ménage qui rentre... Le café, personne vient te... Ah si, de temps en temps, les gens s'arrêtent pour demander une dédicace, mais ça va vite. Et je replonge. Je suis comme un sous-marin, je remonte un petit coup, et puis je replonge.
Mais il y a toujours ce moment quand les gens voient que ce fameux 11h, 11h30, que je suis en train de taper très très vite et que j'ai l'air complètement dedans, ils n'osent pas me déranger. Ils sentent bien qu'il se passe un truc. Dans ce moment, entre 11h30 et... Entre 11h et 11h30. 11h, pardon, excuse-moi. Il faut être précis pour ta... Non, c'est souvent cette période-là, mais des fois c'est un peu avant. Mais là, tu es vraiment toi-même ou tu es un autre? Ah, ça se peut que je canalise. En tout cas, il y a des médiums, des fois, ils me disent, j'en sais rien. Je sais que ça vient tout seul. C'est fluide. C'est joyeux. Je ne fais aucun effort pour écrire bien. Ouais. Il n'y a aucune volonté qualitative ou quantitative. J'ai aucune ambition. C'est-à-dire, j'ai aucun projet. J'ai aucune volonté. C'est juste, je me laisse porter comme tu skierais. Tu te laisses porter par la pente. Non. Moi, j'ai connu ça avec l'auto-hypnose qui m'a permis. Moi, j'ai fait 2 ans j'ai fait 2 ans d'isolement, en gros. Oui, parce que j'ai eu une déception sentimentale. Et d'un coup, j'ai décidé que je ne sortais que pour faire des interviews, m'occuper de mes parents et de mon fils. Et donc, je suis resté et j'ai connu absolument. Et puis, au moment où je vais en sortir, ma mère perd la tête. Donc, c'était un bouleversement parce que on en parlait ce matin avec Emmanuel Schmitt. Elle a perdu tous ses filtres d'un coup. D'un jour à l'autre. Elle se met à dire des mots vulgaires aussi. Oui, puis non pas vulgaires, mais elle invente en permanence tout. Mais c'est un spectacle, moi qui l'ai bien connu, c'est un spectacle incroyable parce que on dirait un livre. Elle a quel âge? 88. Et moi je m'occupe de mon père qui a 90 ans et 90 ans, donc ça veut dire que c'est des trucs. Mais avant, l'auto-hypnose, ça t'a aidé? C'est-à-dire que l'auto-hypnose, quand je me suis dit je ne peux pas continuer à vivre mon temps, j'ai dit maintenant je fais que l'essentiel, comme quand j'ai échappé à la mort. J'avais dit je ne peux pas mourir, donc j'élague. Et c'était assez extraordinaire parce que c'était des joies que je ne pouvais pas soupçonner. Mais vraiment pas soupçonner. De quoi, la solitude? Non, mais le fait d'être totalement en accord avec soi-même. Ah ouais. Et tu as échappé à la mort, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu te rappelles, quand on s'est rencontrés, on m'avait pronostiqué, j'avais un mélanome sur la colonne, etc. Puis je me suis battu. C'est pour ça que j'avais fait la fête de l'espoir que tu as connue sur scène. Et là, tu vas mieux? Je suis en pleine forme, j'ai perdu plus de 50 kilos. Mais par l'autre. Mais ce que tu décris, c'est-à-dire c'est un moment presque d'extase. Quand je demande toujours sur scène ce que ressentent, puisqu'on en a parlé avant de commencer l'entretien, souvent les musiciens de jazz particulièrement, quand ils partent dans leurs impros, ils me disent c'est un moment où on sait... Il y a un mot maintenant qui est anglais, et c'est dommage qu'on n'ait pas un mot français, c'est le flow. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on pourrait dire le flux ou le ruisseau ou l'énergie. Il y a un moment, tu te sens porté et moi je me pose pas de questions. Tu l'as toujours eu, toi? Oui. Mais dès le moment où j'ai vu que je pouvais gagner ma vie, je me suis dit, bon, on va encore plus profiter de ce truc, parce qu'en plus, je peux gagner ma vie. Parce qu'avant, souvent, la peur de ne pas arriver à joindre les bouts, quand j'étais journaliste pigiste, j'étais pas sûr d'arriver à payer mon loyer. Donc du coup, le flow était moins fort, parce qu'il y avait la peur de ne pas gagner ma vie qui me bloquait. Maintenant que je sais que grâce au flow, je peux arriver à gagner ma vie, il y a une idée que je suis dans l'harmonie de l'univers. C'est-à-dire, quand j'écris, je fais ce qu'il faut faire, qui me fait plaisir et qui va faire plaisir aux autres, et donc je suis en phase. Et le jour où j'aurai plus le lecteur, ça veut dire que ce flow a changé. Peut-être qu'il faut que je fasse un autre métier, peut-être qu'il faut que j'arrête d'écrire, mais pour l'instant, tant que les gens me suivent, j'ai l'impression que je suis sur mon chemin, et donc je suis bien. Et d'ailleurs, dans les masterclass, je leur dis, trouvez votre chemin, trouvez cette énergie de flux, et il y a un moment, tout va devenir simple. On est comme un bouchon qui est porté par un courant dans une rivière. Oui, c'est très juste. La note bleue, quoi, en fait. Oui, pour les jazzmen. Ouais. Voilà. C'est ça, non, mais même pour les musiciens classiques. Il y a, quand on écoute de la musique, il y a en effet aussi ce petit moment où, moi j'ai eu ça en écoutant Genesis, Yes et Pink Floyd. Tout d'un coup, tu sais, et Bach. Et Vivaldi. Le premier, ça a été Vivaldi, concerto pour flûte et pour flûte piccolo et orchestre. Tout d'un coup, il y a eu une bascule. Je suis rentré dans un moment d'extase artistique. Je crois qu'on appelait ça aussi le syndrome de Stendhal. C'est-à-dire, tu regardes quelque chose de beau, ou tu perçois quelque chose de beau, et tu oublies qui tu es, parce que tu vis... alors, c'est pas des bruitages, c'est un petit enfant qui est en train d'arriver.
Ben, c'est ce que tu viens d'expliquer, en fait. Hein? Non, C'est pas le mien. C'est curieux, d'ailleurs. Tu sais, c'est comme si on parlait, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Ah, il y a un bébé qui est en train d'accoucher à côté de nous. » Non, c'est pas le cas. Mais, mais c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est-à-dire connaître, grâce à la créativité, grâce à la pratique de l'art dans lequel on est bien, cet état de transe, de flow, de bonheur. Et ça peut être cuisine, ça peut être sexe, et ça peut être n'importe quoi. Ah, je pense qu'en effet, tu peux trouver en étant banquier, en remplissant une fiche, ou en étant, je sais pas, policier, en mettant une manif, peut-être que tu peux trouver, c'est peut-être plus compliqué, ou en étant contrôleur du fisc, en chopant un client. Chacun doit pouvoir trouver une extase dans son métier. Maintenant, moi, je le trouve dans l'écriture et le fait de raconter des histoires. Mais j'avais déjà ce plaisir quand j'écoutais mon père me raconter des histoires, notamment la mythologie grecque. La mythologie grecque me faisait rêver, me mettait en état de plaisir. Et j'associais tout le temps mon père, il me racontait des histoires de la guerre de Troie, de Achille, d'Ulysse, de Priam. Et toutes ces choses-là me projetaient dans un autre univers dans lequel j'étais bien. Bernard Werber, c'était son bonheur aujourd'hui sur Geneva Live Radio pour son livre La prophétie des abeilles. On va se retrouver demain à midi en direct avec... Petit Curieux, ça sera son bonheur demain à midi sur Geneva Live Radio. Et la semaine prochaine, vendredi, ce sera le tour des sœurs.